Peux-tu le croire? Mon père a vendu mon appartement à ma sœur sans demander mon avis. Je l'ai appris par un bref message texte, j'ai vendu l'appartement à ta sœur, elle en a plus besoin. Mon cœur s'est arrêté. Comment cela a-t-il pu arriver? Suivez mon histoire sur la façon dont j'ai retourné la situation et récupéré ce qui m'appartenait de droit. Cette incroyable histoire s'est déroulée il y a 3 mois. Ce jour-là était une autre journée de travail ordinaire. Comme d'habitude, j'ai quitté le bureau à 18 h, me faufilant dans la foule animée de Manhattan, impatient de passer une soirée paisible dans mon appartement. Mais lorsque j'ai ouvert la porte, un spectacle inimaginable s'est déroulé. Ma sœur était là, pas en train de m'attendre à la porte, pas en visite, elle était dans ma maison, tout à fait à l'aise, comme si c'était la sienne. J'ai froncé les sourcils, le cœur battant. « Comment es-tu entré ici ?» Elle m'a regardé calmement, comme si j'étais l'intrus. « Pourquoi demandes-tu ça ?»« C'est chez moi. » Je me suis figé. « Quoi ? Papa a déjà transféré la propriété ?» Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. J'ai sorti mon téléphone et j'ai immédiatement appelé mon père, mais il n'a pas décroché. 30 secondes, 1 minute, 5 minutes, pas de rappel, juste un seul SMS, j'ai vendu l'appartement à ta sœur, elle en a plus besoin. J'ai regardé l'écran, les poings serrés si fort que mes ongles se sont enfoncés dans mes paumes. Il l'a vendu, comme si c'était sa propriété, et je n'avais pas versé chaque centime, chaque once d'effort pour le gagner. À ma sœur, sans me le demander, sans même se soucier de ce que je pensais. C'était une décision entièrement unilatérale. Elle en a plus besoin. C'était la partie la plus absurde. En avait-elle plus besoin? Et moi? N'avais-je pas besoin d'un endroit où vivre? Mon père pensait-il que je pouvais abandonner mon rêve simplement parce que j'avais un emploi stable? Mes battements de cœur tonnaient dans mes oreilles. Ce n'était pas une blague. Mon père avait vendu mon appartement sans même me consulter. Comment cela a-t-il pu arriver? Sans hésitation, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai composé son numéro. La sonnerie a résonné, pas de réponse. J'ai essayé à nouveau, une deuxième fois, toujours rien, une troisième fois, une quatrième, une cinquième. Au 10e appel, j'étais presque devenu fou. Pourquoi ne décrochait-il pas? Ma prise sur le téléphone s'est resserrée, le plastique craquant sous la pression. Il savait que j'appellerais, il m'évita délibérément. Ma respiration était rapide et superficielle, la colère a déferlé sur moi, plus féroce que jamais. Je ne pouvais pas rester immobile. J'ai attrapé mes clés de voiture, je suis monté dedans et j'ai démarré le moteur. Je l'affronterais en personne s'il ne répondait pas au téléphone. Sur le chemin, de vieux souvenirs se sont abattus sur moi comme un raz-de-marée, me ramenant à une enfance remplie d'injustice. Depuis que j'étais petite, mon père avait toujours favorisé ma sœur, Victoria, et je le savais. Ce n'était pas quelque chose que j'imaginais ou auquel je réagissais excessivement, c'était présent à chaque instant de ma vie. Je venais de l'ignorer trop longtemps. Je me souviens de mon anniversaire quand j'avais 7 ans. Ma mère m'a acheté la poupée Barbie dont je rêvais depuis des mois. Lorsque j'ai ouvert la boîte, mon père me l'a arrachée et l'a donnée à Victoria avant que je puisse jouer avec. Elle est plus âgée, tu devrais la laisser la voir. Mais ne devait-ce pas être l'inverse? Une sœur aînée ne devrait-elle pas être celle qui partage avec sa jeune sœur? Pourquoi étais-je toujours celle qui devait renoncer aux choses? J'ai pleuré, j'ai protesté, mais mon père m'a ignoré. Victoria a souri, serrant la poupée comme si elle lui avait toujours appartenu. Quand j'avais 10 ans, j'ai eu une trottinette rose que j'adorais. J'ai passé tout l'été à m'entraîner, à apprendre à la conduire en douceur. Puis un jour, je suis rentré de l'école, et elle avait disparu. Où est ma trottinette, ai-je demandé. Je l'ai donnée à Victoria, a dit mon père d'un ton neutre. Elle en a plus besoin. J'étais stupéfaite. En avait plus besoin. Comment quelqu'un pouvait-il avoir plus besoin de la trottinette de sa jeune sœur que la personne à qui elle appartenait? À 16 ans, j'ai passé tout l'été à travailler dans un café pour m'acheter un vélo, mon premier cadeau auto-acheté, mon premier goût de liberté. Mais moins d'une semaine plus tard, je suis rentré à la maison et j'ai vu ma sœur le conduire. Que se passe-t-il? Ma voix tremblait de colère alors que je me tournais vers mon père. Elle en a besoin pour aller à l'école, laisse-la la voir. La même phrase, encore et encore. Je me souvenais encore de l'amertume de regarder Victoria pédaler sur mon vélo comme si cela avait toujours été le sien. Lorsque j'ai objecté, mon père a bondi,
me qualifiant d'égoïste, comme si vouloir garder mes biens était mal. Pendant tout ce temps, seule ma mère a essayé de me réconforter. Elle n'a jamais osé se disputer avec mon père, mais elle m'achetait discrètement quelque chose pour compenser. Lorsque mon père m'a pris le premier téléphone que je m'étais acheté, elle m'a secrètement donné de l'argent pour le remplacer. Mais je n'ai jamais voulu de remplacement, je voulais de l'équité. Et maintenant, à 28 ans, rien n'avait changé. Seulement cette fois, mon père n'a pas pris un jouet, une trottinette, un vélo ou un téléphone, il a pris ma maison. Mais cette fois, je ne resterai pas silencieuse. 30 minutes plus tard, je suis arrivé à la maison. J'ai poussé la porte, mon cœur battait, ma respiration rapide et superficielle de colère. Le salon avait le même aspect et étrangement paisible, comme si rien ne s'était passé. Mon père était assis dans son fauteuil, une tasse de thé à la main, feuilletant un journal avec nonchalance. Aucune culpabilité, aucun remords, pas le moindre soupçon d'inquiétude. Mes poings se sont serrés, la chaleur a monté dans ma poitrine. « Tu ne peux pas faire ça !» J'ai presque crié, ma voix tremblant de rage. « Cet appartement m'appartient. » Mon père a posé calmement sa tasse de thé et m'a regardé, son expression indifférente, comme si j'exagérais. « Mon nom est toujours sur les papiers », a-t-il dit lentement, délibérément. J'avais le droit de le faire. Je me suis figé. Était-ce réel? Je l'ai regardé, l'esprit tourbillonnant. Quel droit? J'ai serré les poings, essayant de contenir ma fureur. Te souviens-tu même de qui a payé cet appartement? Qui a couvert chaque paiement, mois après mois, sans manquer un centime? Il a haussé les épaules, se penchant en arrière dans sa chaise, complètement imperturbable. Et alors, a-t-il dit sèchement. Mon nom était toujours sur les documents, cela signifie que j'avais le dernier mot. La colère a déferlé sur moi si intensément que j'avais du mal à la contrôler. Tu ne peux pas simplement vendre mon appartement parce que ton nom est sur un papier, ai-je crié. C'était mon travail acharné, ma sueur, mon sacrifice. J'ai travaillé sans relâche pour ça. Mon père a laissé échapper un rire dédaigneux, comme si mes paroles ne signifiaient rien. Ne sois pas si dramatique, a-t-il dit, prenant son journal. C'est fait. Je suis resté là, le regardant, l'homme en qui je devais avoir confiance, le regardant voler la réalisation la plus importante de ma vie comme si ce n'était rien de plus qu'un objet insignifiant. Avant que je puisse dire un autre mot, une voix a retenti derrière moi. Assez. Je me suis retourné. Ma mère était là. Elle avait tout vu. Plus de silence, plus d'endurance. Son visage était rempli de fureur, ses yeux rouges d'années de déception refoulés. Elle a fait un pas en avant, sa voix tremblante mais résolue. Penses-tu avoir le droit de faire ça simplement parce que ton nom est sur un papier? Penses-tu pouvoir lui enlever tout ce pourquoi elle a travaillé si dur? Mon père s'est moqué, croisant les bras. J'avais le droit, j'étais copropriétaire. Non, tu ne l'étais pas, a rétorqué ma mère. Tu n'as fait que signer ton nom pour l'aider à l'acheter, mais elle a payé chaque centime, chaque mois de son propre chef. Tu n'as jamais contribué un seul dollar. Sais-tu combien d'heures par jour elle a travaillé? Comme elle a lutté? Mon père est resté indifférent, comme si ses paroles ne valaient pas la peine d'être reconnues. Ma mère a frissonné, comme si elle ne reconnaissait plus l'homme devant elle. Tu l'as maltraité pendant des années, sa voix s'est élevée, favorisant toujours Victoria, lui prenant toujours et donnant à sa sœur. Je suis restée silencieuse trop longtemps, mais pas cette fois. Mon père a froncé les sourcils, mais ma mère n'avait pas fini. Depuis qu'elle était enfant, tu as toujours mis Victoria en premier. Tu as pris ses jouets, son vélo, et même le téléphone qu'elle s'était acheté. Et maintenant, tu lui prends sa maison. Non. Je ne le permettrai pas. Elle s'est tournée vers moi, les larmes coulant sur son visage. Cette fois, je suis avec toi. Si toi et Victoria ne rendez pas cet appartement immédiatement, elle a fait une pause, prenant une profonde inspiration, alors je divorcerai et je désavouerai Victoria. Un silence suffocant a rempli la pièce. Je n'avais jamais entendu ma mère parler aussi fermement auparavant. Mon père a laissé échapper un rire froid. Alors divorce de moi. Il a attrapé ses clés de voiture et est sorti, sans un deuxième regard. La porte s'est claquée derrière lui, résonnant comme un coup final. Ma mère et moi sommes restés seuls. Aucune de nous n'a parlé, nous nous sommes juste tenus et avons pleuré. Ma mère et moi sommes restés assises en silence, l'esprit en émoi.
Mon père était parti, ma sœur avait pris possession de l'appartement, on avait l'impression que tout était contre moi. Puis mon téléphone a sonné à un numéro inconnu. J'ai hésité quelques secondes avant de répondre. Allô? Je vous appelle de la société de financement. Nous venons de recevoir une demande de transfert de propriété de votre appartement. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée, ma poitrine se contractant. Transfert, ai-je répété, en accentuant chaque syllabe. Il semble y avoir un problème ici. J'ai besoin de vous rencontrer en personne pour clarifier cela. Il y a eu une brève pause avant que l'agent ne réponde, nous avons également constaté des irrégularités. Pouvez-vous venir à notre bureau demain matin? Nous avons tous les documents relatifs au prêt et à la propriété prêts à être examinés. Je n'ai pas hésité une seule seconde. J'y serai. J'ai raccroché et me suis tourné vers ma mère. Elle me regardait, les yeux remplis à la fois d'inquiétude et de détermination. Elle a pris ma main et l'a serrée fermement. Cette fois, je suis avec toi. Ma mère et moi sommes arrivés au bureau de la société de financement à 9 h le lendemain. L'endroit était élégant et professionnel, avec des fauteuils en cuir et l'odeur persistante du café, mais rien ne me semblait réconfortant. J'étais là pour reprendre ce qui était mien. Un homme d'âge moyen en costume s'est approché de nous, tenant un dossier. La plaque signalétique sur le bureau indiquait « Michael Carter, directeur financier ». « Merci d'être venu », a-t-il dit, me serrant la main. Ses yeux perçants laissaient entendre qu'il comprenait déjà la situation. « Veuillez vous asseoir. » Ma mère et moi nous sommes assises pendant qu'il glissait un dossier vers moi. « Nous avons examiné la demande de transfert soumise par votre père », a-t-il commencé, sa voix stable, et il y a un problème sérieux. J'ai ouvert le dossier et j'ai parcouru les documents. Cet appartement a toujours un prêt en cours, ce qui signifie que le transfert ne peut pas avoir lieu. J'ai froncé les sourcils. Donc, le transfert n'est pas légal? Michael a hoché la tête. C'est exact. En vertu de l'accord hypothécaire, la propriété ne peut pas être transférée tant que le prêt est actif, à moins que la personne effectuant les paiements ne consente. Et selon nos dossiers, cette personne est vous, pas votre père. Une étincelle d'espoir s'est allumée en moi. Donc, cela signifie que l'appartement est toujours à moi. Exactement, a confirmé Michael. Votre père n'avait pas le droit de le vendre sans votre approbation. Si vous le souhaitez, nous pouvons immédiatement bloquer toutes les transactions liées à cet appartement afin d'empêcher les transferts non autorisés. Pour la première fois depuis des jours, j'ai souri. Faites-le. Michael acquiesça d'un signe de tête, signant quelques documents avant de lever les yeux vers moi avec réflexion. Cependant, il y a autre chose que vous devez savoir. Je me raidis, un sentiment d'inquiétude s'insinuant dans mon esprit. Michael glissa un autre dossier vers moi. En examinant vos dossiers de prêt, nous avons découvert quelque chose d'inhabituel. Je feuilletai les pages, les yeux parcourant les chiffres en gras et le texte juridique, puis je me figeai. Montant du prêt, $20 000, emprunteur principal, Sophia Carter, co-signataire, Richard Carter, le nom de mon père, date d'émission, il y a 4 mois. Je n'avais jamais contracté ce prêt. Mes yeux s'écarquillèrent. Ma voix à peine un murmure, qu'est-ce que c'est? Michael soupira en ajustant ses lunettes. Selon nos dossiers, ce prêt est à votre nom, avec votre père comme co-signataire. Parce que son nom figurait sur les documents de la propriété, la banque a approuvé le prêt en utilisant votre appartement comme garantie. Un choc me traversa. Vous voulez dire que mon père a utilisé mon appartement comme garantie pour un prêt? Michael acquiesça lentement. C'est exact. Mais plus important encore, le contrat stipule que vous êtes responsable du remboursement de la dette. La pièce tourna autour de moi. Impossible. Je secouai la tête. Je n'ai jamais rien signé. Michael poussa vers moi la dernière page du contrat. Ma signature y figurait, mais ce n'était pas la mienne. Ma mère laissa échapper un souffle court, serrant ma main comme pour m'empêcher de m'effondrer. Il a falsifié ta signature, chuchota-t-elle, la voix tremblante. Je ne pouvais même pas parler. Mon père n'avait pas seulement essayé de voler mon appartement, il m'avait rendu responsable d'un prêt de $20 000 auquel je n'avais jamais consenti. Michael m'a lancé un regard compatissant. Si vous le souhaitez, nous pouvons signaler cela comme une fraude d'identité et ouvrir une enquête officielle immédiatement. J'ai serré les poings. Mon père avait pensé que je ne le découvrirais jamais. Il avait tort. Et maintenant, devrais-je porter plainte contre mon père?
La question a résonné dans mon esprit, coupant comme une lame. Je savais que c'était une fraude, j'avais toutes les preuves dont j'avais besoin pour le poursuivre en justice, mais il était toujours mon père. Ma mère m'a doucement touché l'épaule, me tirant de mes pensées. Rentrons d'abord à la maison. Par lui, sa voix était basse, stable. Quoi qu'il arrive, il fait toujours partie de la famille. Essayons ça s'il y a un autre moyen de gérer ça en premier. J'ai pris une profonde inspiration, me forçant à rester calme. J'ai décidé de l'écouter. Quand je suis rentré à la maison, mon père était là. Après avoir disparu une nuit, il était revenu comme si de rien n'était, comme s'il n'avait pas juste détruit la vie de sa propre fille. Il était assis dans son fauteuil, télécommande en main, zappant distraitement les chaînes comme si nous n'étions rien d'autre que des invités indésirables interrompant sa soirée tranquille. Je n'en pouvais plus. Tu as contracté un prêt de $20 000 à mon nom? Ma voix était glaciale. Il n'a même pas levé les yeux, haussant seulement les épaules. Et alors? Mes poings se sont serrés. Et alors, répétai-je en articulant chaque mot. Tu as falsifié ma signature, tu m'as rendu responsable d'une dette à laquelle je n'ai jamais consenti. Tu comprends seulement ce que ça veut dire? Cette fois, il s'est enfin tourné vers moi, mais au lieu de culpabilité, il y avait juste un sourire narquois. Je t'ai élevé, non? Qu'est-ce que $20 000 pour ton père? Ces paroles m'ont frappé plus fort que n'importe quel coup physique. J'avais travaillé sans relâche, sans jamais demander d'aide, me tenant debout pour gagner cet appartement, et maintenant mon père agissait comme si je lui devais tout. La rage a éclaté en moi. Te le donner, ai-je grogné, les yeux brûlants. Tu me l'as pris sans demander, tu m'as menti. Ce n'est pas donné, c'est volé. Il a frappé du poing sur la table, le visage rouge de colère. Tu oses parler à ton père comme ça? Il s'est levé de sa chaise, s'approchant de moi comme s'il était prêt à s'emporter. Mon cœur battait, mais je n'ai pas reculé. Fais un pas de plus, ai-je dit, la voix ferme, et j'appellerai la police tout de suite. Ma mère s'est précipitée entre nous, étendant les bras pour l'arrêter. Assez, a-t-elle crié, sa voix brisée par la douleur. Réalises-tu ce que tu fais? C'est ta fille. Mon père s'est figé, ses yeux brûlaient de fureur, mais il n'a rien dit. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai croisé son regard, sans faiblir. Je te donne une semaine, ai-je dit, ma voix inébranlable. Une semaine pour que toi et Victoria répariez ça. Soit vous rendez mon appartement, soit je vous traduirai tous les deux en justice. Un lourd silence s'est abattu sur la pièce. Ma mère s'est tournée vers moi, son expression résolue. Elle a hoché la tête en signe d'accord. Je savais que cette fois, elle serait à mes côtés jusqu'à la fin. Je savais que mon père ne croirait pas que j'irais jusqu'au bout, il pensait que je faisais des menaces vides dans un accès de colère, mais il avait tort. Cet après-midi-là, j'ai appelé Nathan, un ami et avocat spécialisé dans l'immobilier et la finance. Nous avons convenu de nous rencontrer immédiatement à son bureau. 2 heures plus tard, j'ai quitté le bureau de Nathan avec un plan solide. Sophia, si ton père refuse de coopérer, je garantis que nous pouvons le traduire en justice, a déclaré Nathan, le regard vif et inébranlable. Mais avant cela, nous enverrons un avis juridique officiel. Une lettre a été remise directement entre les mains de mon père le lendemain. Il ne pouvait pas l'ignorer, il ne pouvait pas la jeter à la poubelle comme un message texte agaçant. Je le savais parce que j'avais spécifiquement demandé qu'elle soit envoyée par courrier recommandé, exigeant sa signature à la réception. À l'intérieur se trouvait un ultimatum formel, rédigé de manière professionnelle et estampillé du sceau du cabinet de mon avocat. Avis juridique. Destinataire, Richard Carter. Expéditeur, Sophia Carter, représentée par son conseil juridique Nathan Reynolds, ESQ. Cher Monsieur Richard Carter. Ceci est un avis officiel concernant l'appartement situé au 1425 Westbrook Avenue, Manhattan, New York 100 027. L'accord hypothécaire actuel interdit le transfert de propriété sans le consentement du payeur légal. Étant donné que je suis la seule personne responsable du prêt, votre tentative de vente de la propriété constitue une violation de contrat financier et peut être considérée comme frauduleuse. Votre utilisation non autorisée de mon identité pour obtenir un prêt de $20 000 sans mon consentement constitue une fraude d'identité, une infraction pénale passible de poursuite. Je vous demande formellement, à vous et à Victoria, de quitter l'appartement dans les 7 jours suivant la réception de cette lettre. Si vous ne vous conformez pas, je prendrai les mesures suivantes.
Déposer une plainte pour fraude financière auprès des autorités compétentes. Engager des poursuites judiciaires pour retirer complètement votre nom de la propriété. Informer l'institution financière afin qu'elle prenne les mesures légales nécessaires. Ce n'est pas un avertissement vide. Je préfère régler ce problème à l'amiable, mais si vous refusez de coopérer, je n'hésiterai pas à engager toutes les actions judiciaires nécessaires. Je vous conseille fortement d'y réfléchir attentivement. Sincèrement, Sophia Carter. Après avoir envoyé la mise en demeure à mon père, je suis allé directement à mon appartement. Mon cœur battait à tout rompre alors que je me tenais devant la porte à laquelle je ne devrais même pas avoir à frapper. J'ai hésité une seconde, j'ai pris une profonde inspiration, puis j'ai frappé fermement. Quelques secondes plus tard, la porte s'est ouverte. Victoria se tenait là, les bras croisés, son expression narquoise. « Pourquoi êtes-vous là » demanda-t-elle, le ton plein de défi. Je n'avais plus aucune patience. Vous avez deux choix, partir seul ou regarder la police arriver ici. Ma voix était calme, délibérée. Victoria railla, les yeux emplis de moquerie. Vous n'oseriez pas, je souris et haussai les épaules, puis je sortis un papier de mon sac, la mise en demeure que j'avais envoyée à mon père. Lentement, délibérément, je la dépliai devant Victoria, tournant les pages une à une pour qu'elle puisse voir le sceau rouge de l'avocat, le langage juridique froid et précis, et les conséquences indéniables. Vous croyez ça? Je la regardai droit dans les yeux. Papa a reçu cette lettre ce matin. Si vous pensez toujours que c'est une blague, vous devriez peut-être la lire attentivement avant de rire à nouveau. Son regard baissa, parcourant le document. Je vis sa main se serrer légèrement, la confiance sur son visage commençait à se fissurer. Je ne vous crois pas, sa voix était plus calme maintenant, mais elle essayait toujours de paraître dure. J'ai plié la lettre, sorti mon téléphone, fait défiler jusqu'au numéro de Nathan, et le lui ai montré. Croyez ce que vous voulez, mais si vous êtes toujours là la semaine prochaine, mon avocat s'en occupera, et la police sera juste derrière lui. L'air suffisant avait disparu, seul un silence pesant restait. Je ne voulais pas retourner chez ma mère, je ne voulais pas être entouré de la tension suffocante d'une famille qui se déchirait, alors j'ai appelé une amie et lui ai demandé si je pouvais rester chez elle quelques jours. Ça va, demanda Émilie, ma meilleure amie, en ouvrant la porte. J'ai forcé un sourire, ne sachant pas comment répondre. Je ne sais pas encore, j'ai soupiré, mais ça ira. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Un nom que je ne voulais pas voir a flashé sur l'écran, mon père. J'ai décroché, hésité une seconde, puis j'ai refusé l'appel. Moins d'une minute plus tard, le premier message est arrivé, « Vas-tu aller jusque-là » demanda mon père. J'ai pensé, pour la première fois, qu'il avait peut-être peur. Je n'ai pas répondu. Un autre message a suivi immédiatement, « Tu vas perdre ta famille si tu fais ça ». J'ai serré mon téléphone plus fort, l'épuisement brûlant dans mes yeux. Finalement, j'ai tapé une réponse simple, « Tu m'as perdu le moment où tu as décidé de vendre ma maison ». Sans attendre de réponse, j'ai éteint mon téléphone et je l'ai posé face contre terre sur la table. J'ai tiré la couverture sur ma tête. Ce soir, j'avais juste besoin de me reposer. Le lendemain, dès que j'ai allumé mon téléphone, l'écran s'est illuminé d'appels manqués, mais ce n'était pas seulement mon père, mon oncle, ma tante, même des parents éloignés à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Puis j'ai ouvert mes messages, un déluge de textos en colère s'est abattu, quel genre d'enfant poursuit son père en justice? Comment as-tu pu traiter ta famille comme ça? Gratteuse ingrate. Victoria avait raison, tu es égoïste et tu ne penses qu'à toi. J'ai plissé les yeux sur l'écran, mon cœur battant de colère. J'ai continué à faire défiler le barrage d'insultes, mes doigts se serrant autour du téléphone, mais puis je me suis arrêté. Un nom familier, Jake, mon jeune cousin. Et, qu'est-ce qui se passe? Contrairement aux autres, il n'y avait aucune accusation, aucune hostilité, juste de la confusion. J'ai immédiatement répondu, « Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne l'as pas vu? Victoria a posté sur toi sur Facebook. » Mon estomac s'est écroulé. J'ai ouvert Facebook, j'ai fait défiler rapidement mon fil d'actualité, et puis je l'ai vu un post public de Victoria, visible par tous nos parents et amis. Mes mains se sont serrées autour de mon téléphone en lisant le post de Victoria. Elle avait tout déformé et menti avec une aisance telle, et pire encore, elle avait fait de moi la méchante. J'ai pris une lente et profonde inspiration, me forçant à rester calme. Ce n'était pas seulement un malentendu, c'était une attaque délibérée.
J'ai regardé les commentaires qui affluaient sous son post parents, famille, amis, même des personnes que je connaissais à peine, se précipitant à sa défense et me traitant d'égoïste, d'ingrate, de sans cœur. Il ne savait pas ce qui s'était passé, et Victoria le savait. J'ai expiré brusquement. Très bien. Si elle voulait jouer à ce jeu, je lui montrerais que je n'étais plus quelqu'un sur qui elle pouvait marcher. Ma poigne s'est resserrée autour de mon téléphone. Chaque mot dans le poste de Victoria tordait la vérité si parfaitement, elle m'avait peinte comme la traîtresse sans cœur tandis qu'elle et mon père jouaient les rôles de victimes impuissantes. Et le pire? Les gens la croyaient. Des centaines de commentaires affluaient sous le post, « Oh mon Dieu, comment ta sœur a-t-elle pu faire ça? La famille sait tout. Mais qu'est-ce qu'elle croit faire? Pauvre monsieur Richard, avoir une fille comme ça doit être déchirant. » Ils ne connaissaient pas la vérité, mais ils allaient la connaître. Je ne pouvais pas les laisser tordre la vérité ne serait-ce qu'une seconde de plus, alors j'ai demandé à ma mère d'organiser une réunion de famille cet après-midi. Pour protéger papa et Victoria de moi, je voulais que nos parents croient que c'était une réunion pour me condamner, pour défendre les victimes impuissantes que Victoria avait peintes en ligne. Et sans hésitation, ils sont tous venus. 17 heures, le salon était bondé oncles, tantes, cousins, chacun d'eux était venu, leur visage tordu de colère et de mépris. Mon père était assis au centre, les bras croisés, son expression narquoise. Victoria était allongée dans son fauteuil, passant distraitement une main dans ses cheveux parfaitement coiffés, attendant ce qu'elle pensait être ma humiliation publique. Ma mère se tenait à l'écart, ayant l'air anxieuse, mais personne ne savait ce qu'elle cachait. Puis la porte s'est ouverte. Je suis entré, et je n'étais pas seul. Mon avocat, Nathan, est entré juste derrière moi, portant une épaisse pile de documents juridiques. La pièce est tombée dans un silence de mort. J'ai croisé le regard de mon père, puis celui de Victoria. « Bonsoir à tous », ai-je dit, ma voix calme mais glaciale. Je pense qu'il est temps de parler de la vérité. Mon père serra les dents, Victoria pâlit, mais je ne leur ai pas donné l'occasion de parler. Nathan ouvrit le dossier et sortit le premier ensemble de documents. « Ceci est l'accord hypothécaire officiel », annonça-t-il. Selon ce document, Sophia Carter est la seule payeuse du prêt, ce qui signifie, il se tourna vers mon père, le fixant, Richard Carter n'avait aucun droit légal de vendre cet appartement. Une vague de murmures a balayé la pièce. J'ai jeté un coup d'œil à mes parents, observant la confusion se refléter sur leur visage, mais nous n'avions pas encore fini. Nathan tourna une autre page et la posa sur la table. Et ceci, continua-t-il, prouve que Richard Carter a utilisé l'identité de Sophia Carter pour obtenir un prêt de $20 000 sans sa connaissance ni son consentement. Un silence pesant s'est abattu sur la pièce. J'ai scanné les visages autour de moi, observant leurs expressions changer. La colère qui m'avait été dirigée se tournait maintenant vers mon père et Victoria. « Est-ce vrai ?» demanda une de mes tantes, sa voix incertaine. « Richard, qu'est-ce qui se passe ?» Mon oncle fronça les sourcils, regardant mon père. Victoria eut le souffle coupé. Elle bredouilla, la voix tremblante. « Ce n'est pas comme ça. » Mais je n'allais pas la laisser inventer un autre mensonge. Je me suis tourné vers ma mère. « Maman, tu as tout vu. Dis-leur. » Elle prit une profonde inspiration, puis fit un pas en avant. Tout ce que Sophia a dit est vrai, sa voix était ferme, inébranlable. Je suis restée silencieuse trop longtemps, mais aujourd'hui je refuse de rester silencieuse plus longtemps. Après les mots de ma mère, la pièce a éclaté en chaos. Les mêmes parents qui m'avaient attaqué hier se retournaient maintenant contre mon père et Victoria. « C'est inacceptable », a lancé mon oncle. « Vendre la maison de ta fille sans même lui demander ?» Tante Anna secoua la tête avec dégoût. « Et falsifier sa signature pour un prêt? C'est illégal. » Mon cousin Jake ajouta sa voix, pleine d'incrédulité. Je suis restée silencieuse, observant et attendant le bon moment pour mettre fin à tout cela une fois pour toutes. Lorsque le bruit s'est finalement calmé, j'ai fait un pas en avant, croisant le regard de mon père et de Victoria. Je n'ai pas besoin d'excuses, je n'ai pas besoin de pitié, ma voix était nette, inébranlable. J'ai seulement besoin de récupérer mon appartement, et j'ai besoin que le prêt de $20 000 soit remboursé intégralement. Puis j'ai posé une autre pile de documents sur la table. Vous avez exactement 3 jours. J'ai rencontré leur regard, ferme et implacable. Mon père serra les poings, ses articulations blanchissant, mais il n'avait rien à dire. Victoria se mordit la lèvre, les yeux rouges et vitreux.
3 jours pour tout rendre et un rectificatif public en ligne clair, direct et honnête. Je me suis tourné vers Victoria, ma voix désormais dépourvue de toute chaleur. Tu as traîné mon nom dans la boue devant toute notre famille, tu vas réparer ça. Je me suis tenue droite, sans peur, sans hésitation. Si rien ne change dans 3 jours, je vous poursuivrai en justice. Personne n'a parlé. Ma mère hocha la tête en signe de soutien silencieux. Mes parents étaient assis dans une immobilité mal à l'aise. Et mon père? Il était juste assis là, le visage sombre de colère. Il n'avait plus qu'un seul choix, se conformer à mes exigences ou faire face à la loi. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran d'un numéro inconnu, mais cette fois, je savais exactement ce que j'attendais. Allô? Mademoiselle Sophia, je vous appelle de la société de financement, la voix familière du représentant est passée. Je voulais vous informer que le prêt de 20 000 $ à votre nom a été entièrement remboursé ce matin. J'ai haussé un sourcil. Le prêt a été effacé? J'ai répété, comme pour m'assurer que je n'avais pas mal entendu. C'est exact. De plus, nous avons reçu une demande de Monsieur Richard Carter pour annuler le transfert de votre appartement à Victoria Carter. Les documents nécessaires ont été complétés, et la propriété est officiellement restituée à son propriétaire légal légitime, vous. Je ne savais pas où il avait trouvé l'argent, peut-être l'avait-il emprunté, peut-être avait-il dû vendre quelque chose de précieux, mais je m'en fichais. Merci pour la mise à jour, ai-je répondu, calme et stable. Cet après-midi-là, j'ai reçu un texto de Victoria, j'ai posté le rectificatif sur Facebook, tout le monde l'a vu. Je sais que tu ne me fais pas confiance, mais cette fois je le pense vraiment. Je pars, viens chercher les clés. J'ai regardé le message pendant un long moment, puis j'ai ouvert Facebook. Comme elle l'a dit, un nouveau post était là pour que tout le monde puisse le voir. J'ai lu le post lentement, absorbant chaque mot. Ce n'était pas sincère, ce n'était pas émouvant, c'était froid, calculé, écrit comme une déclaration publique forcée plutôt que des excuses sincères, mais peu importait. La vérité était là maintenant, les dommages qu'elle avait essayé de m'infliger avaient été annulés. J'ai expiré, sentant le poids sur ma poitrine enfin commencer à se soulager. Ce chapitre se refermait, et cette fois selon mes termes. J'ai souri. Ce n'étaient pas des excuses nées de la culpabilité, elles étaient nées de la nécessité, mais au final, cela n'avait pas d'importance. J'avais obtenu exactement ce que je voulais. J'ai tapé une courte réponse, je vais chercher les clés maintenant. Mon appartement était à nouveau le mien, et cette fois, personne ne pourrait me le prendre. 3 jours plus tard, c'était fini. L'appartement était officiellement à nouveau le mien, le prêt de 20 000 $ avait été remboursé, Victoria est partie sans un mot. Je pensais que c'était la fin, mais mon téléphone a sonné. Le nom sur l'écran était impossible à ignorer. Je l'ai regardé pendant quelques secondes, me demandant si je devais répondre. Finalement, j'ai décroché. Sa voix était basse, plus épuisée que je ne l'avais jamais entendue auparavant. « Es-tu satisfaite maintenant ?» J'ai laissé échapper un rire silencieux et sans émotion. « Tu crois que c'était une question de satisfaction ?» ai-je dit. « Non, papa, c'était une question de justice, et d'apprendre une leçon. » Il y a eu un silence au bout du fil. J'ai pris une profonde inspiration et je lui ai adressé mes derniers mots, « Ne crois jamais que tu peux me prendre quoi que ce soit sans conséquence. » Puis j'ai raccroché. Après cet appel, mon père et moi ne nous sommes plus jamais parlé. Peu de temps après, ma mère a décidé de demander le divorce. « J'en ai assez enduré », a-t-elle dit en faisant ses valises. « Je l'ai laissé te faire du mal trop de fois, et je ne peux pas pardonner ça. » Elle est venue vivre avec moi. Les jours lourds et suffocants étaient enfin terminés. Chaque matin, je me réveille dans mon appartement, vivant libre des mensonges et de la peur de la trahison. 3 mois se sont écoulés. Ma mère et moi chérissons chaque petit moment significatif ensemble. Plus d'injustice, plus de douleur. Je me suis battu pour ce qui m'appartenait de droit, j'ai repris ce qui m'appartenait. Mais il y a une question que je me pose sans cesse, avait-il été juste de faire cela à mon père? À ma sœur? Si c'était vous, qu'auriez-vous fait? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires. J'ai vraiment envie de vous entendre. Et si vous avez trouvé l'histoire stimulante, n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires comme celle-ci. Merci de suivre mon parcours. À la prochaine.